Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les européennes approchent et la tension monte. Il y a les pronostics politiques, bien sûr. Les Échos, Europe, la bataille pour la présidence est lancée. Le Figaro, européenne, Hollande craint une nouvelle déroute. Le Monde, la gauche radicale en passe de supplanter les Verts au Parlement européen. Et puis, il y a ce traité transatlantique qui s'est invité au cœur du débat. Libération, libre-échange, un traité dans la mare. Mais autour du scrutin, il y a surtout l'ombre du Front National qui pourrait arriver en tête dimanche. L'opinion, ce séisme annoncé que personne ne veut voir. Ces élections européennes, Natacha, on ne sait pas si elles passionnent les foules, mais il faut reconnaître que les journaux font un effort pour en parler au moins. Oui, mais à les lire ce matin, on serait tenté de se rallier au jugement de Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. La campagne des européennes se termine comme elle avait commencé, poussivement. Sur la dernière ligne droite, elle se fait même voler la vedette par un Jérôme Kerviel qui se prend pour Napoléon revenant de l'île d'Elbe. Mais l'Europe, ce n'est pas seulement la très très longue tribune de Martin Schulz dans Libération, c'est aussi très concrètement cette page des Échos sur les migrants débarquant en Sicile pour s'entasser dans des camps en attendant un éventuel droit d'asile. Une bombe humanitaire aux portes de l'Europe, nous dit Pierre de Gasquet, avec ces malheureux que l'armée italienne repêche et tous les autres qui meurent au large de nos côtes. Et cela encore, un membre de la commission d'enquête parlementaire italienne les évalue à 800 000 qui attendent en Libye de pouvoir s'embarquer. Et toutes ces jeunes vies abîmées, détruites. Tout à fait autre chose, Natacha, un regard vraiment singulier sur la polygamie. Oui, parce qu'il y a une partie de l'Afrique quand même qui se développe, mais les conséquences en sont parfois surprenantes. Le magazine Elle consacre un article à toutes ces jeunes Sénégalaises diplômées, journalistes, psychologues, qui font le choix de la polygamie. Parce qu'un mari, dit l'une d'entre elles, est comme un bébé et qu'il vaut mieux ne pas en avoir la charge à temps plein. Quelques pages avant, le journal cite une étude américaine selon laquelle le partage des tâches ménagères dans le couple irait de pair avec une baisse de la libido. Les féministes ont le blues ce matin. Alors que le responsable de l'opposition syrienne est à Paris ces jours-ci, eh bien on en parle, mais dans les pages culture de la Syrie ce matin. Oui, dans les pages cinéma, une pleine page du Monde pour nous raconter l'histoire de ce film qui a bouleversé Cannes. Au départ, un réalisateur, Oussama Mohamed, exilé à Paris après une conférence au Festival de Cannes en 2011 sur le cinéma sous la dictature. Noël 2011, il reçoit sur Facebook un message d'une jeune femme, Simav, qui lui demande conseil. Elle a décidé de filmer pour ne pas mourir, dit-elle, filmer la guerre, les enfants martyrisés, le peuple massacré. Il comprend que ces images, en montrant l'abjection, peuvent sauver. Il en récolte d'autres anonymes sur YouTube et ça donnera un film. Un film écrit Jacques Mandelbaum, tel une grande rêverie élégiaque et carnassière, écarquillée de beauté et d'horreur. Simav, dont le nom signifie eau argentée et qui est devenu le titre du film, a quitté l'enfer de Homs et sur les célèbres marches, elle a rencontré Oussama Mohamed pour la première fois. Elle a rejoint la vie. Mais les images qu'elle nous apporte sont un message de l'au-delà. Alors, toujours dans Le Monde, mais un peu plus loin dans le journal, un article intéressant sur les dessins animés et leur évolution. Exactement, un petit article qui nous raconte comment une chercheuse du Muséum d'histoire naturelle a mené une étude sur les dessins animés qui construisent l'imaginaire de nos enfants, de Blanche-Neige à Réponse. Conclusion, les espaces naturels, qui représentaient 80% des décors en 1940, représentent seulement 50% des décors en 2010. Et il s'agit de plus en plus d'espaces cultivés. Les films sont conçus par des adultes qui, enfants, ont déjà vécu éloignés de la nature et celle-ci ne fait plus partie de leur imaginaire et donc c'est un cercle vicieux. Stéphane Foucard, dans son article, ajoute une remarque. En Californie, les jeunes pêcheurs, amoureux donc de la nature, sont capables de citer 2 espèces de poissons disparus dans l'environnement californien, alors que les vieux en citent 11. Les jeunes n'ont même pas conscience de la richesse biologique perdue. On termine et on va avoir de plus en plus de mal à dire qu'on a piscine. Hein, oui, parce que bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ce matin, on s'aperçoit que quand même c'est pas mal. Hein. Le Parisien nous apprend que la piscine Molitor, donc, qui a appris à nager à des générations de Parisiens, rouvre. Mais alors pour 180 € le forfait découverte d'une journée et 3300 € l'année. Pendant ce temps, un autre article du Parisien nous raconte comment un dignitaire saoudien a renfloué les caisses de l'hôpital Ambroise Paré parce qu'il a loué tout un service pour une opération. Décidément, la privatisation de l'espace, c'est quelque chose. Alors, on a une solution. Ça, c'est dans le Figaro, mais vous en parliez dans le journal de 8h. On apprend que la droite espagnole vient de mettre en service aux Baléares une carte réservée à ses adhérents et offrant des réductions chez certains commerçants. C'est formidable, non ? Ça nous donne une petite idée pour nous inciter à aller voter dimanche. Pourquoi voilà, pas. des réductions. La revue de presse, Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. On vous retrouve demain ? Demain. Bougez pas, il y a Nicolas Canteloup qui arrive. Ça, je ne bouge pas.